même si nous sommes en direct de Bruxelles à l'Hôtel de Ville, nous allons nous déplacer vers le Sénégal, où je suis en direct avec Monsieur Abdourahmane Mbégué. Monsieur, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Voilà, donc il fait très beau ici. Le climat est très beau. Quelle heure est-il au Sénégal? Bon, ben, il est 11 heures. 11 heures, oui. Ah, 11 heures, ça va, il n'y a pas une grosse différence entre le Sénégal et la Belgique alors. ouais, sauf C'est pas comme si on s'appelait le matin et la nuit. voilà, c'est ça. Juste 2 heures de décalage, mais voilà, avec le Est-ce que vous virtuel. pouvez vous présenter un petit peu pour donc les personnes qui sont actuellement en train de nous regarder? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots avant de nous présenter votre projet? Oui, donc moi je suis Abdourahmane Beng, donc je suis enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Hein, donc je suis le responsable des masters en sciences de l'éducation dans mon université, qui est l'Université virtuelle du Sénégal. Mais ma spécialité, c'est l'ingénierie, hein, l'ingénierie de formation à distance. Hein. Donc j'ai quand même eu une longue expérience en tant qu'expert et formateur. Hein, et j'accompagne les institutions d'enseignement supérieur à mettre en place des dispositifs de formation à distance et aussi à former les enseignants aux usages pédagogiques des technologies dans leur pratique. Et donc, je le fais avec l'Agence universitaire de la francophonie. Je suis expert depuis une vingtaine d'années maintenant. Et voilà, donc je travaille aussi avec beaucoup d'organismes comme l'UNESCO, etc., pour vraiment travailler dans ce sens-là, pour évangéliser un peu les enseignants dans l'utilisation des TIC, n'est-ce pas, dans leur pratique. Voilà, donc je gère aussi le centre de certification au tutorat. Et donc, dans mon université, parce que nous avons beaucoup de tuteurs, n'est-ce pas, qui accompagnent les étudiants dans leur apprentissage et il faut les former. Il faut les former et nous les certifions aussi pour aller dans le sens de la qualité. Voilà donc sommairement hein, une petite présentation. D'accord, ok, merci beaucoup. Justement, donc, vous allez nous parler de quelque chose d'assez incroyable, donc l'Université virtuelle du Sénégal. Vous nous avez préparé une petite présentation, n'est-ce pas? Ah, je vois, c'est en train de s'afficher. Voilà, donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est un retour d'expérience un peu pour partager ce que nous faisons, l'expérience que nous sommes en train de vivre depuis 6 ans, 7 ans, que nous avons mis en place au Sénégal une université virtuelle. Hein, donc, et surtout, c'était pour apporter une réponse à un grand défi que connaît aujourd'hui les universités africaines, hein, avec la montée en puissance de la formation à distance. Nous avons voulu en profiter pour essayer de résoudre un gros défi qui est donc la massification hein, de nos universités. Donc, comme nous l'avons dit ici, depuis 2 décennies, il y avait de petites initiatives hein, donc, dans nos universités. Moi-même, j'y ai beaucoup contribué pour accompagner pratiquement toutes les universités de mon pays à mettre en place des formations à distance. Bon, c'était souvent des formations ciblées hein, de niveau licence, master, avec des effectifs très réduits, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, pour répondre donc à ce problème de massification que connaissent toutes les universités, en tout cas en Afrique, je ne sais pas si vous aussi vous connaissez la même chose, mais il y a un gros problème de massification et d'inégalité d'accès aux universités, n'est-ce pas? Donc, les universités africaines donc, sont confrontées à ces graves difficultés-là pour gérer les effectifs en présentiel. Le rythme de construction des universités ne peut pas suivre le rythme, donc le flux des étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur. Comme vous le savez, chez nous, tout élève qui obtient son baccalauréat
qu'il soit issu d'une école publique ou d'une école privée, s'il en fait la demande, l'État a l'obligation de l'orienter. Hein. Donc ici, les universités sont pratiquement presque gratuites, quoi. Donc, sauf peut-être des frais d'inscription de 25 000, c'est environ 30 euros, n'est-ce pas, qu'on paie. C'est l'État qui prend en charge tout, n'est-ce pas? Donc, ça coûte très cher et ça grève les budgets de nos États. Voilà. Et les étudiants chez nous aussi, ils sont presque tous boursiers. Vous voyez, donc c'est extrêmement lourd et l'État ne peut plus suivre ce rythme-là de construction chaque année de nouvelles universités pour faire face. Alors, on a dit que, voilà, avec les conditions qui deviennent de plus en plus favorables pour mettre en place la formation à distance, il faut carrément donc réformer et introduire, créer une université carrément virtuelle, n'est-ce pas, pour suppléer, en tout cas, c'était vraiment la première raison, hein, vraiment de suppléer les universités physiques présentielles en essayant d'utiliser le virtuel, la distance, n'est-ce pas, pour former les étudiants. Voilà. Donc, et cela a fait l'objet d'une assise, hein, qui était donc commanditée par le président de la République. Donc, il y a eu un conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur qui a vu justement naître l'université virtuelle. Hein. Donc, comme on l'a listé ici, c'était pour répondre à une demande croissante d'accès à l'enseignement supérieur, réduire les inégalités d'accès, n'est-ce pas, mettre en œuvre un modèle pédagogique dans lequel l'étudiant est au centre du dispositif, avoir une université qui s'intègre au tissu social, accélérer l'aménagement numérique du territoire en faisant de l'IVS un projet structurant et pour délivrer des formations en adéquation avec la demande du marché. C'est ce que donc les décrets, donc les décisions qui ont été prises ont été résumées ici en ces points. Alors, mais aussi, il y a un cadre de plus en plus favorable en Afrique et dans le monde, justement pour justifier de la pertinence de mettre en place une université virtuelle. Parce que déjà, au niveau mondial, toutes les conventions régionales de reconnaissance des diplômes sont révisées ou sont en train de l'être pour prendre en compte les nouveaux paradigmes, à savoir l'assurance qualité et l'éthique, c'est-à-dire l'enseignement non traditionnel. Au niveau africain ici, il y a la convention d'Arusha sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres types de l'enseignement supérieur, qui a été révisée à Addis Abeba en 2014 justement pour intégrer cette possibilité justement d'enseigner à distance. Au niveau national, dans notre pays, il y a un décret 2015 qui dit qu'il n'y a plus de dichotomie entre public et privé. Il n'y a plus de dichotomie entre enseignement classique traditionnel et enseignement non traditionnel, c'est-à-dire à distance. Et les deux seuls principes qui vaillent, hein, qu'il faut à respecter par les institutions pour la reconnaissance de leur diplôme sont la légalité, c'est-à-dire l'habilitation, et la qualité, c'est-à-dire l'accréditation. Donc, il n'y a plus de raison, vraiment. Et d'autre part aussi, il y a un environnement de garantie de la qualité dans les institutions d'enseignement supérieur et des formations à distance. Nous avons mis en place au Sénégal une autorité nationale d'assurance qualité, hein, qui a développé 2 référentiels qualité. Moi-même, j'ai été un des auteurs de l'écriture de ces référentiels qualité, n'est-ce pas, qui justement surveille, n'est-ce pas, et veille justement à la qualité dans les institutions qui déploient des formations à distance. Donc, il y a un référentiel qui évalue les établissements qui déploient des formations à distance comme l'UVS et un référentiel qualité aussi qui évalue les programmes qui y sont enseignés. Et la mise en œuvre de ces procédures spécifiques permet de garantir et de maintenir la qualité de l'enseignement à distance et de créer un climat de confiance. Au niveau africain aussi, il y a le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur aussi, qui donc s'assure justement de la qualité de l'enseignement, des passages des grades des enseignants et tout, a élaboré aussi un référentiel d'évaluation des formations à distance pour montrer simplement que
l'environnement, aussi bien pédagogique que technologique aussi, donc a tellement évolué que les conditions sont favorables pour déployer des formations à distance en Afrique. Et aussi, il faut aussi le dire, hein, que les coûts baissent de plus en plus. Hein. La technologie évolue, nous en sommes aujourd'hui justement à l'ère des fibres optiques. Déjà, moi, là où je me suis connecté, je suis chez moi, je suis abonné à une fibre de 60 mégabits, hein, donc qui ne coûte pas grand-chose. Donc, le travailleur moyen peut, même pas chez lui, mais à domicile même, tout le monde peut se permettre, n'est-ce pas, d'accéder à Internet. Même les personnes qui sont les plus démunies, avec quelques centimes d'euros, peuvent justement se connecter sans grande difficulté. Donc, toutes ces conditions-là, vraiment, encouragent justement la mise en place de structures telles que l'UVS. Ainsi, donc, tenant compte de toutes ces conditions, l'université virtuelle donc, a été mise en place en fin 2013, début 2014 et est rapidement devenue la première université publique entièrement numérique en Afrique, francophone en tout cas, hein, subsaharienne, et la deuxième en termes d'effectifs. Donc nous avons rattrapé toutes les autres universités. Il y a au moins 5 universités, grandes universités au Sénégal, et en l'espace de 4 ans, nous sommes devenus en termes d'effectifs la deuxième université derrière l'université de Dakar, Cheikh Anta Diop. Nous avons aujourd'hui atteint plus de 50 000 étudiants. Donc, c'est pour dire la montée en puissance. Donc, c'est une université du point de vue de son statut, une université publique de plein exercice. Hein. Et comme l'ont rappelé les textes que j'ai cités tout à l'heure, l'université virtuelle a le même statut que les autres universités présentielles. Hein. Ils délivrent les mêmes diplômes. On ne met pas sur le diplôme que c'est un diplôme acquis à distance ou acquis en présentiel. Donc, c'est le même diplôme, hein, et tout ce qui se dit est conforme justement au principe du LMD, hein, licence, master, doctorat. Donc, aujourd'hui, nous avons tellement progressé, tellement fait de choses que nous avons dépassé même la commande de l'État, qui était donc de gérer d'abord les bacheliers, hein, d'intégrer des bacheliers, mais on a élargi par des formations diplômantes, certifiantes à la carte, des formations payantes même. Hein. Aujourd'hui, nous avons environ 15 licences, 17 masters, n'est-ce pas, dans différents domaines. Hein, voilà, et le dispositif de formation donc repose principalement sur une batterie de plateformes à distance, généralement de type Moodle, hein, avec des classes virtuelles, Blackboard, Collaborate. Nous avons aussi, c'est ça qui fait l'originalité de l'UVS, c'est que nous sommes multisites. Ouais, donc, nous avons, en plus des plateformes en ligne, des espaces physiques, hein, qu'on appelle des espaces numériques ouverts, hein, et non, des espaces numériques ouverts disséminés dans différentes régions du Sénégal. Donc, nous avons un maillage territorial. Ce sont des lieux de proximité où les étudiants reçoivent à leur arrivée un ordinateur gratuitement. Ça aussi, c'est un gros effort de l'État. Donc, l'État prend en charge les équipements parce que on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, n'est-ce pas? Donc, les étudiants, quand ils arrivent, dès qu'ils s'inscrivent, ils reçoivent un ordinateur et une clé 4G Internet avec un forfait Internet gratuit. Hein, donc, ce qui fait que sur le plan technologique, on n'a jamais connu de problème pratiquement. Nous avons aussi je crois que dans quelques jours, on aura trois studios d'enregistrement. Nous en avons déjà un qui nous permet justement d'enregistrer des capsules vidéo, hein, et de concevoir des ressources numériques multimédiatisées qu'on intègre dans les formations. Voici un petit peu le maillage territorial des espaces numériques avec la carte du pays là. Nous avons donc, comme vous le voyez, donc des espaces numériques ouverts qui sont disséminés un peu partout et interconnectés. Donc, les espaces sont interconnectés avec le siège qui se trouve à Dakar, hein, par fibre optique. Hein, donc, une fibre optique spéciale qui ne dépend pas des opérateurs économiques, mais c'est l'État qui, de façon régalienne, a dédié
n'est-ce pas, un réseau aux universités, n'est-ce pas, avec une fibre optique et un secours ADSL de 10 mégabits. Il y a aussi dans chaque espace numérique des clients légers. Donc ici, les espaces, il y a même une salle de télémédecine dans chaque espace numérique, deux open space, 200 postes de travail, un amphithéâtre de 200 places, une salle de visioconférence par petits groupes, voilà, avec toutes la configuration informatique requise, justement pour permettre justement d'être autonome et de travailler correctement. Là, vous Mhm. avez ici le modèle des espaces numériques. Hein, donc, au niveau des espaces numériques, ce sont des, euh, ça polarise les étudiants qui habitent dans les environs, sur un rayon de 30 km. Ouais, donc, les étudiants n'ont pas besoin de se déplacer, même s'ils sont à 300, 500 km de la capitale. Ils ne sont pas obligés, ils peuvent rester chez eux et trouver un ENO autour de 30, dans un rayon de 30 km. C'est ça le principe. Hein, donc, ce sont des espaces de proximité où ils peuvent, qui sont de petits relais quoi, de l'UVS, où ils peuvent trouver de l'aide technique. Hein, s'ils ont des problèmes avec leur machine, il y a des techniciens qui sont là-bas pour les aider. Où ils peuvent s'inscrire, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour le faire, ils peuvent aller directement dans les noms le plus proche où ils sont affectés pour faire leur formalité administrative. Ils peuvent aussi, dans les ENO, suivre les premiers cours de démarrage parce qu'on ne les lâche pas tout de suite en ligne. Hein, donc, ils sont acclimatés, mis à niveau, n'est-ce pas? Voilà, les premières formations. Et c'est là-bas aussi où il y a des tuteurs locaux qui peuvent faire certaines remédiations qu'on ne peut pas faire en ligne. Donc, c'est d'ailleurs à ce niveau-là aussi, des espaces numériques qui vont pour faire les évaluations. Parce qu'ici, chez nous, même si on est à distance, les évaluations se font sur table. Hein, bon, pas forcément sur table, mais en tout cas sous surveillance dans les ENO. Hein. Donc, ils peuvent faire parfaitement leurs évaluations en ligne depuis une plateforme, mais ils sont surveillés quand même. Et ils vont le faire dans les ENO sous surveillance. Donc, c'est aussi des lieux de socialisation. Hein. Donc, ils peuvent se rencontrer. Il y a des équipes de football, des équipes de judo, de karaté, de je ne sais quoi. En tout cas, ils peuvent quand même mettre de l'humain un peu dans le dispositif. Voilà. Voilà un ENO dans une région de Kolda. Donc, ils sont presque tous construits de la même façon, comme ça, hein, avec toutes les infrastructures que je viens de citer. Alors, à l'intérieur, vous voyez ici la salle de, avec les clients légers où les étudiants peuvent venir justement se connecter. En plus de leur machine, hein, ils sont autonomes, ils Mhm. peuvent travailler chez eux, mais s'ils ont envie de venir à l'ENO, ils peuvent venir fréquenter ces salles. Le service à la communauté également est quelque chose d'extrêmement important dans l'ADN de l'UVS parce qu'ici, nous voulons fixer les forces vives sur leur terroir. Parce que ce qui se passe en Afrique dans la plupart des cas, c'est que les villages sont désertés. Il n'y a plus Mhm. personne, tout le monde va en ville. Voilà. Donc, les forces vives quittent leur terroir. Alors qu'ici, avec ce nouveau modèle, les jeunes peuvent rester chez eux, n'est-ce pas, tout en allant à l'université. Ouais. Ils sont à l'université, mais tout en restant chez eux. Donc, on les fixe dans leur terroir, n'est-ce pas? Il y a une ouverture de la communauté au reste du monde aussi, parce que l'idée, donc, c'est vraiment aussi servir de la technologie que nous avons pour justement capaciter les villages, les villes reculées, n'est-ce pas, en mettant à leur disposition nos infrastructures. C'est pourquoi nous avons tenu dans chaque ENO à mettre en place dans une salle de télémédecine où, par exemple, euh, on a des équipements de visio, de médecine où, par exemple, l'opérateur peut, par exemple, prendre certains paramètres comme l'échographie d'une femme enceinte et transmettre, parce qu'il n'y a souvent pas de spécialistes dans les zones reculées. Donc, un opérateur peut prendre une consultation médicale et le transmettre via notre réseau à des médecins qui peuvent faire des consultations à distance, par exemple. Et donc, ça peut régler beaucoup de problèmes de mortalité de femmes enceintes qui, justement, par faute de transport ou par faute de trouver un spécialiste sur place, meurent tout simplement. Alors que là, avec cela, on peut contribuer ainsi à réduire
justement la mortalité maternelle avec ces salles de télémédecine, par exemple. Hein. La contribution aussi à la réduction de la fracture numérique parce que autour de chaque ENO, on arrose les environs par le Wi-Fi qui permet justement aux villageois, aux personnes en tout cas qui sont autour de pouvoir se connecter, surtout le soir quand les étudiants sont partis. Donc tout cela, c'est vraiment le concept de l'espace numérique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un cours à l'IVES? Donc, comme je vous l'ai dit, les cours sont implémentés dans des plateformes de type Moodle. Un cours donc comprend des lectures à faire, avec des ressources au format web, PDF, et surtout des capsules vidéo que nous enregistrons, n'est-ce pas, et les mettons à la disposition des étudiants qui peuvent les exploiter hors connexion en auto-formation. Les étudiants également sont abonnés à une bibliothèque numérique avec des milliers d'ouvrages disponibles dans presque toutes les spécialités. Alors, dans chaque cours aussi, il y a des évaluations formatives sous forme de tests qu'ils font vraiment pour mesurer leur performance, des travaux dirigés, des projets de recherche, des activités de terrain aussi sont prévues. Il y a aussi du tutorat, n'est-ce pas? Donc, nous avons beaucoup de tuteurs que nous formons et qui interagissent avec les étudiants pour les accompagner, n'est-ce pas, via les outils qui à leur disposition. Le travail collaboratif aussi est une modalité que certains enseignants proposent, surtout au niveau master, là où les effectifs d'étudiants sont plus réduits. Voilà, donc des TPE, des travaux personnels aussi, sont proposés dans le modèle des cours. Alors, donc, rapidement, l'évolution des effectifs aussi, comme vous le voyez, de 2013-2014 jusqu'à 2020, nous sommes passés environ 2000 étudiants à 51 000 étudiants aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que la dernière campagne, cette année-là, nous avons reçu 30% des bacheliers de tout le pays. 30%. Presque 25 000 étudiants qu'on nous a affectés cette année parce que les autres universités publiques ne peuvent plus prendre. Ils sont sursaturés malgré les efforts de l'État. Alors, du point de vue aussi de nos résultats, on ne se plaint pas, n'est-ce pas? Donc, les résultats, le taux de réussite observé, en tout cas, surtout ici, j'ai présenté les taux de réussite dans les 3 niveaux de licence. Vous voyez que ça tourne autour de 60%. 60, ça va même jusqu'à 84-85%, comme vous le voyez dans ce tableau-là. Donc, c'est assez satisfaisant. Alors, on a connu quand même des difficultés de démarrage, parce que dès son lancement, en 2014, on a démarré en conditions d'urgence. L'État n'avait plus comment dire, d'autre choix que de nous balancer des étudiants comme ça, alors qu'on n'était pas encore prêts. Et donc, 2000 étudiants d'un coup, alors que les dispositifs n'étaient pas encore prêts. Alors, les infrastructures n'étaient pas suffisamment prêtes, équipées pour accompagner l'augmentation rapide des effectifs et assurer le développement optimal. Et surtout que on n'était pas nombreux, on était juste une poignée d'enseignants, d'experts pour faire démarrer la machine. Et ce qui fait qu'on avait très peu d'enseignants propres et l'essentiel des enseignants et des tuteurs étaient issus des autres universités présentielles avec qui on était liés par un contrat d'association. Et une partie aussi, l'autre difficulté, c'est que comme c'est nouveau, alors une bonne partie des étudiants fraîchement orientés n'étaient pas suffisamment motivés ni préparés pour suivre des cours intégralement en ligne parce que c'est nouveau, ils ont été très longtemps formatés dans le modèle formation présentielle. Et même les parents étaient sceptiques parce qu'ils disent que, bon, moi, je vois tout le monde, les parents qui disent, mais je ne peux pas comprendre que mon fils est toujours là, à la maison, et on me dit qu'il est à l'université. Pour eux, être à l'université, c'est quitter son village, prendre son sac, aller à Dakar, revenir pendant les vacances, etc. Donc, ils étaient un peu déroutés par ce modèle-là. Au tout début, on a un peu souffert de ça, et il a fallu justement donc apporter des remédiations. D'abord, on a recruté des enseignants propres. Ce n'est pas encore suffisant. On est toujours dépendant à près de 90% d'enseignants externes que nous formons, des enseignants issus des universités présentielles que nous formons, que nous
qu'on essaie de faire approprier notre modèle pour nous proposer leur cours, n'est-ce pas? Donc, on est environ une trentaine d'enseignants maintenant, n'est-ce pas? Alors qu'au début, j'étais le tout premier enseignant qui a été recruté là-bas, n'est-ce pas? Bon, mais aujourd'hui, on en est à une trentaine, mais l'équipe s'étoffe de plus en plus, avec bien entendu l'appui d'autres enseignants qui intègrent notre modèle. Alors, aussi au niveau du modèle pédagogique aussi, on ne peut pas, on s'est rendu compte qu'il n'est pas possible de déployer, faire du tout à distance tout de suite. Ce n'est pas possible. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une résistance et un manque de préparation de nos étudiants pour immédiatement commencer à faire du tout à distance. Donc, on s'en est rendu compte la première année. C'est pourquoi on a plus adapté notre modèle pour faire un système avec une transition en douceur d'un apprentissage présentiel vers un apprentissage totalement à distance, en fonction des niveaux. C'est ce qui fait que, dans cette perspective, les primo-étudiants, les bacheliers nouvellement accueillis, en première année de licence, n'est-ce pas, suivent d'abord un parcours en 3 étapes. Donc, dès qu'ils arrivent, on les enrôle, on leur donne leur machine, leur connexion Internet, mais on les oblige à venir à l'ENO, hein, le plus proche, à fréquenter l'ENO au moins pendant tout le premier semestre. On les oblige à venir à l'ENO pour être formatés, hein, pour pouvoir suivre les cours en ligne. Donc, on leur donne suffisamment d'autonomie, d'abord par une initiation à l'informatique, parce qu'il y en a qui n'ont jamais touché à l'informatique avant. Hein, donc, initiation à l'informatique, initiation à l'environnement numérique de travail, les plateformes, le modèle pédagogique, tout ça, et même des soft skills comme des cours de développement personnel, de leadership, qu'on leur donne dans un premier temps, et ça en présentiel au niveau de l'ENO. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaie de mixer. Hein, donc, certains cours qui sont faits de façon hybride, c'est-à-dire c'est des cours magistraux sous forme de capsules vidéo qu'on projette dans les amphis. Hein, donc, les étudiants viennent, on projette les cours magistraux des enseignants qui ne sont pas obligés, ils peuvent le faire en live, mais on peut également tout simplement balancer l'enregistrement vidéo du cours à l'amphi, et il y a des tuteurs distants qui mettent en place un forum en live pour répondre à des questions posées par les étudiants tout au long du déroulement du cours, en live. Et en plus, dans notre politique aussi, les étudiants les plus avancés qui sont au niveau master, etc., nous les recrutons aussi, ils sont payés, on les encourage, hein, pour qu'ils servent de moniteurs, hein, pour les étudiants de première année. Donc, ils sont dans la salle, ils n'enseignent pas, n'est-ce pas, mais comme ils sont assez expérimentés, ils peuvent aider, débloquer l'étudiant qui est en face de certaines difficultés. Voilà. Mais le tutorat, il est fait à distance, donc quand dans le cours est projeté, il y a des tuteurs distants qui mettent en place des outils de communication pour répondre à des questions. Il y a des séances de questions-réponses qui sont posées. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape maintenant, quand on se rend compte que les étudiants sont suffisamment préparés maintenant, on commence à déployer, on les libère quoi. À partir du deuxième semestre, on les libère pour qu'ils puissent être totalement autonomes et pouvoir travailler chez eux avec leur machine. Là, c'est le modèle e-learning carrément qu'on adopte, hein, où ils peuvent véritablement se passer même d'assistance présentielle. Alors, les défis que nous avons aujourd'hui, c'est le renforcement de notre dispositif qui est déjà très avancé, monté en puissance parce que nous avons des centaines et des centaines de plateformes, hein, que nous gérons. Le budget est renforcé, même si on n'est pas toujours tous satisfaits, on en demande toujours plus, n'est-ce pas? Donc, renforcer le dispositif, le rendre encore plus robuste afin de pouvoir faire face à la montée en puissance parce que nous, le ministre nous a dit préparez-vous à avoir 100 000 étudiants dans les prochaines années. Hein. Donc, nous allons monter en puissance et là, vraiment, il ne faut pas penser que la formation à distance, il n'y a pas de moyens. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Hein. Ça, c'est les politiques, c'est ça ce qui les trompe souvent, c'est qu'ils pensent que, d'accord, on peut faire face à la massification, mais on ne peut pas régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. D'accord? Eux, ils comparent les budgets, ils voient qu'un étudiant à l'UVS coûte 10 fois moins cher
qu'un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, par exemple. 10 fois moins parce qu'ils ne vont pas demander à aller au restaurant. Hein, ils ne sont pas logés. Hein, ils ne demandent pas de frais pris en charge dans le resto, etc. etc. Hein, donc, voilà, il n'y a pas d'infirmerie, etc. pour aller soigner, etc. Bon, c'est vrai que ça peut se faire, mais en tout cas, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens par rapport aux étudiants qui sont dans les universités physiques. Alors, l'autre défi aussi, c'est de professionnaliser davantage nos enseignants et nos tuteurs. Parce que les enseignants, moi-même, j'ai joué ce rôle-là de formateur des enseignants qui nous viennent des universités présentielles. Quand ils nous arrivent, ils viennent avec leurs cours équivalents à ce que nous faisons, mais nous ne pouvons pas les utiliser tels quels. Donc, un cours en ligne ne peut pas, un cours en présentiel ne peut pas se déployer tel quel à distance. Donc, il va falloir le rescénariser, n'est-ce pas, et le médiatiser, hein, pour qu'il puisse être utilisé correctement en ligne. Donc, moi, je m'occupais de ça pour former nos enseignants associés qui venaient dans le cadre d'ateliers de formation. L'expérience, quand ils rentrent chez eux aussi, ça les aide à revoir leur façon de faire. Parce que là aussi, vous voyez qu'en passant chez nous, ils se forment à la pédagogie numérique. Donc, vous voyez, ils acquièrent de nouvelles compétences, n'est-ce pas, dans la façon de structurer leurs cours, qu'ils réinvestissent dans leurs universités d'origine. Vous voyez, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement positif que nous avons constaté. Nos tuteurs aussi, quand ils nous arrivent, ce sont des assistants hein, qui ne connaissent pas, c'est un nouveau métier, donc il faut donc qu'ils soient formés, n'est-ce pas? Nous les formons, et d'ailleurs, moi-même, j'ai mis en place un centre de certification au tutorat. Vous voyez, donc nous avons notre première promotion est sortie de tuteurs, n'est-ce pas, qui sont formés et certifiés hein, pour aller dans le sens de la qualité. Parce qu'on n'encadre pas des étudiants à distance comme ça en improvisant. Hein. Donc c'est un métier qu'il faut valoriser, n'est-ce pas, et justement, voilà, permettre justement d'aller vraiment dans le sens de la qualité. L'autre défi aussi, c'est avec la montée en puissance des effectifs, on a un gros problème avec l'évaluation. Donc, l'évaluation manuelle, je veux dire. Hein. Donc, imaginez-vous, 50 000 étudiants dans chaque semestre, vous avez des milliers, des centaines de milliers de copies à corriger. Qui le fait? Les enseignants ne peuvent pas le faire. Les tuteurs aussi sont extrêmement surchargés. Et voilà, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est durable? On peut continuer comme ça. Alors, nous avons, en tout cas, choisi dans les 3 dernières années là, d'automatiser certaines de nos évaluations. Hein. Bon, on ne peut pas tout concevoir comme sous forme de questions fermées, ouais. Bon, mais on propose aux enseignants de proposer une bonne partie, n'est-ce pas, des évaluations sous forme de questions fermées, pour réduire, pour automatiser la correction, n'est-ce pas? Donc ça aussi, c'est un gros défi. Même si on ne peut pas tout faire sous forme de questions fermées, QCM, etc. Parce qu'il y a certaines compétences qui ne peuvent pas être évaluées sur ce format-là. Et donc, c'est un gros défi. Hein. Nous sommes en train encore de réfléchir pour voir comment optimiser la correction avec les gros effectifs, n'est-ce pas, tout en essayant quand même d'épargner un peu les correcteurs. Sinon, ça ne peut pas aller loin. Le maintien aussi du calendrier académique stable, hein, respectant le découpage de l'année universitaire, ça c'est un gros défi que nous connaissons. Donc voilà, donc quelquefois il y a des débordements. Hein, bon, mais heureusement que nous, quand même, ces dernières années, nous avons stabilisé notre dispositif, de telle sorte que nous avons constaté que nous sommes les plus stables. Hein, l'université la plus stable du point de vue de la maîtrise du calendrier universitaire. Hein, donc aujourd'hui, avec les grèves qui sont connues dans les autres universités, nous ne les connaissons pas. Hein, on ne connaît pas de grève. Les étudiants ne peuvent pas aller en grève. Hein, parce que voilà, on ne peut pas entrer dans la chambre d'un étudiant pour demander de couper sa machine. On ne peut pas. Hein, ou bien de jeter des pierres et tout ça. On ne peut pas. Alors que dans les universités physiques, les étudiants bloquent carrément le campus et empêchent les cours de se dérouler. Ce n'est pas possible chez nous. Ce qui fait que nous avons rattrapé non seulement notre premier retard, mais aussi nous sommes beaucoup plus stables du point de vue du respect du calendrier académique que les autres universités.
Et le dernier, c'est justement faire en sorte que nos diplômés soient bien insérés. Hein, nous avons des services vraiment qui s'occupent de ça, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est l'année dernière, on a eu notre première promotion de master hein, qui sont sortis. Et justement, euh, ça, c'est un gros défi également pour voir comment les accompagner pour justement assurer une bonne insertion. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous, justement sur justement le défi, n'est-ce pas, que nous sommes en train de relever par rapport à la gestion de la massification et de l'accès à l'enseignement supérieur avec la création de l'Université virtuelle du Sénégal. Je vous remercie. Merci. Merci, merci beaucoup pour cette présentation qui était riche en détails. Même les questions que je voulais vous poser, vous y avez répondu au fait. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est une super initiative qu'on ne pensait pas possible et c'est très rassurant de voir que c'est possible. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je vais faire un petit tour du côté du chat justement pour voir s'il y a des questions. Oui. Une petite question, oui, justement. Est-ce que les universités dites traditionnelles, est-ce qu'elles vous voient, par exemple, comme une menace peut-être pour le futur de l'enseignement? Alors, au contraire, en tout cas, nous, ce que nous avons perçu, c'est plutôt comme une opportunité. Hein, parce que, comme je l'ai dit, nous, très tôt, hein, dans notre modèle, nous avons pensé tirer les autres universités vers le haut. Hein, donc, en essayant de servir de locomotive quoi, pour les accompagner justement eux-mêmes, non seulement en formant leurs enseignants hein, à la pédagogie, parce que la pédagogie, c'est le parent pauvre hein, de nos universités. Et les enseignants sont très forts dans leur domaine de compétences, mais ils ne sont pas formés à l'enseignement. Hein. Donc, en venant chez nous, la pédagogie, c'est au cœur, n'est-ce pas? Donc, quand ils viennent chez nous, ils ont l'opportunité de se former en pédagogie, la scénarisation pédagogique pour le développement comment dire, des activités de ressources hein, et d'activités d'apprentissage en essayant de médiatiser, etc. Tout ça, ils retournent dans les universités avec ça. Hein. Aussi, nous hébergeons hein, avec notre dispositif certaines universités qui développent, certes pas de l'ampleur déploient certaines formations hybrides, surtout dans le contexte du Covid. Nous étions là, Oui. hein, nous avons vraiment accompagné beaucoup d'institutions en mettant notre dispositif à leur disposition pour pouvoir assurer la continuité pédagogique. Donc, il y a tellement de choses que nous faisons avec eux qu'ils ne nous voient pas comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires. Et voilà, c'est surtout ça qui est positif. Bien, je comprends un peu mieux, effectivement. Peut-être pour clôturer alors votre intervention, une question un petit peu utopique, si je peux dire. Comment voyez-vous vraiment l'avenir de l'enseignement digital, vraiment? Oui, bon, moi, en tout cas, j'ai toujours été un grand militant de la digitalisation de l'enseignement très tôt, parce que quand je m'y investissais il y a plus de 20 ans, les gens croyaient, me prenaient pour un fou, hein, parce que je consacrais beaucoup de moyens, mes propres moyens. Là aussi, euh, il y a ce qu'on appelle les pionniers, n'est-ce pas? Ce sont eux qui prennent leur argent, qui s'investissent, qui achètent des machines, qui achètent des applications, des logiciels, qui expérimentent des choses. Les gens les voyaient comme des extraterrestres. Aujourd'hui, l'avenir nous donne raison que c'est possible. Hein. C'est vrai qu'au début, c'est extrêmement compliqué, parce que je me rappelle, quand j'ai fait un retour il y a 20 ans, au début des années 2000, quand on commençait, déjà pour se connecter, c'était presque impossible. Non, c'est pas possible. Déjà, comment voulez-vous généraliser ce type d'enseignement alors qu'on a des problèmes d'électricité, des problèmes de machines, ça coûtait cher, les ordinateurs, des problèmes d'accès Internet, hein, le débit était extrêmement lent. Aujourd'hui, c'est à l'ère de la fibre, hein, c'est de l'instantané. Hein, donc, ouais, donc, de plus en plus, les moyens sont dérisoires. On n'a même plus besoin d'avoir un ordinateur pour suivre son cours. Avec les smartphones bas de gamme, moyen de gamme, on peut se connecter hein, sur la plateforme. Si vous avez 30 euros, vous pouvez acheter
même un téléphone chinois qui présente une interface graphique qui permet justement de suivre correctement les coûts. Donc, Effectivement, oui. voilà. Donc, ce qui fait que de plus en plus ce qu'on voit, ce n'est pas une régression, mais des progrès qui facilitent les choses de plus en plus. Donc, moi, je suis très optimiste. Hein. Je crois que c'est devenu incontournable. Voilà le mot. C'est devenu vraiment incontournable. Et moi, je dis tout le temps aux universités, aux écoles que la COVID a au moins servi à une chose, ça a été un accélérateur d'innovation. Effectivement, oui. Donc, toutes les personnes qui dormaient, qui pensaient que, bon, voilà, ça ne sert à rien, l'enseignement à distance, etc., se sont rendus compte que si ce n'était pas ça, les universités allaient fermer. Oui, pour assurer la continuité, toutes les universités étaient fermées et tout. C'était ingérable. Il a fallu que tout le monde se réveille en même temps pour dire que voilà. Donc, il faut qu'on ait recours à cet outil pour pouvoir continuer, n'est-ce pas, nos enseignements apprentissages. Donc, et ça va continuer encore davantage, quoi. Merci. Merci beaucoup. Nous allons clôturer donc sur ces belles paroles. Merci pour votre intervention. Merci. Merci d'avoir fait partie donc de ce Geek Summit et merci de nous avoir présenté donc l'Université virtuelle du Sénégal. Merci beaucoup. Merci, tout le plaisir a été pour moi. Merci, à bientôt et au revoir. À bientôt. Merci beaucoup.